Salutations chers passionnés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ici Spartan et Leonardus, et on se retrouve cette fois-ci pour 10 nouvelles astuces pour le digital painting sur Photoshop. Si Leonardus, effectivement, j'avais déjà fait une vidéo avec 10 astuces pour le digital painting sur Photoshop. C'était il y a au moins 3 ans, donc il y en a déjà une qui traîne quelque part sur la chaîne, je te remets le lien vers celle-ci dans la description de la vidéo. Mais seulement voilà, il y a tellement d'astuces, de raccourcis et de trucs pratiques sur Photoshop pour le digital painting que je me suis dit que j'allais refaire une nouvelle vidéo avec 10 nouvelles astuces. Et encore, je crois que si jamais cette vidéo a du succès, je pourrais même en faire encore une troisième après, tellement je connais de petites choses à partager. Donc, ces astuces, certaines seront assez évidentes pour certains, je pense qu'une bonne partie, tu les connaîtras peut-être déjà, et j'espère qu'il y en aura quand même quelques-unes dans les 10 que tu ne connais pas encore, ou alors auxquelles tu n'aurais jamais pensé. Peu importe ton niveau et ton niveau de connaissance sur Photoshop, je suis sûr qu'il y aura au moins 2 ou 3 astuces que tu vas apprendre dans cette vidéo. En tout cas, je te le souhaite. D'ailleurs, au passage, moi-même, il y a 2-3 de ces astuces que j'ai apprises il y a à peine quelques jours. Donc pour te dire qu'on en apprend tout le temps, et que des nouveautés et des petites astuces, on peut encore en apprendre un paquet. Bref, c'est parti. On commence en douceur avec cette première astuce car je pense que la majorité des gens la connaissent. On va parler des modes de fusion, non pas des calques, mais de l'outil pinceau. Car le brush aussi possède ses propres modes de fusion, comme je l'ai dit. Donc on peut très bien faire un nouveau calque par-dessus notre premier calque. Donc là pour l'instant tu vois que j'ai juste un calque pour le fond gris et ce calque par-dessus avec un rocher qui est extrait des cours que j'ai fait pour digitalpainting.school justement sur comment peindre des rochers. Et là, à cet endroit-là, on va pouvoir changer le mode de fusion du calque. Donc ça, si tu te rappelles, je l'avais présenté dans bon nombre de tutos et notamment dans la précédente vidéo avec les 10 astuces. On va le mettre par exemple au mode incrustation. On va prendre du jaune clair. Et grâce à ça, on va pouvoir ajouter de la lumière ou d'autres couleurs, d'autres effets sur ce nouveau calque par-dessus. Et ainsi, je peux l'activer ou le désactiver. Mais je peux aussi faire ça directement sur le calque sur lequel je peins, et cela sans faire de nouveau calque avec un mode de fusion. Et pour cela, je vais changer le réglage du brush juste ici. Donc dans la barre du brush, ici, on a tout plein de modes de fusion qui reprennent ceux des calques, comme je l'ai dit. Donc par défaut, si je peins directement dessus en mode normal, ça va recouvrir tout ce qui est dessus. Et sinon, j'ai juste à le changer, à le mettre sur incrustation, et là j'obtiens le même effet que j'avais avant. Et comme tu peux le voir, ça peint sur le même calque. Donc ça peut être pratique si tu veux t'éviter des manipulations, devoir créer un nouveau calque, ensuite faire ton coup de brush dessus, le fusionner, etc. Là, tu peux le faire directement ici, depuis cette liste. Et bien sûr, il n'y a pas que le mode incrustation, il y en a plein. Voilà, on a ici par exemple le mode obscurcir, je vais prendre une autre couleur. Voilà, donc tu vois que ça a effectivement un effet un peu bizarre. Etc. Voilà, je vais pas tous les faire, je pars du principe que tu les connais. Et de toute façon, je pense que cette petite astuce, la majorité d'entre vous la connaissez. Mais la suivante, est-ce que tu la connais ? Et oui, il y a des modes entre guillemets cachés dans les modes de fusion de l'outil pinceau, qui ne sont pas les mêmes justement que pour les calques. Et je les ai découverts que très récemment, et cela grâce à Stéphane Baril. Si tu ne le connais pas, c'est un petit peu le Dumbledore de Photoshop. C'est le grand magicien, celui qui connaît absolument tout sur ce programme, chaque raccourci, chaque option, chaque fonctionnalité. Et il m'a montré quelques petites astuces, dont 2-3 d'ailleurs sont justement tirées de lui dans cette vidéo. Ici, tu peux voir que j'ai 2 calques. J'ai un calque pour le fond bleu, et j'ai sur un calque à part ici mon rocher. Et ces 2 modes de fusion que tu n'as peut-être jamais regardé sont juste ici. Il y en a un qui s'appelle arrière et l'autre qui s'appelle effacer. On va commencer par arrière, celui-ci est extrêmement pratique. Je vais prendre une couleur verte. Si maintenant je voulais peindre avec cette couleur en dessous du rocher, je ferai un nouveau calque en dessous. Voilà, je le place en dessous dans la pile des calques et je commence à peindre par-dessus. Et puis si après je veux remettre tout ça sur un seul calque, je vais resélectionner les 2 calques et les fusionner ensemble. Mais si je te disais que grâce à un de ces modes de fusion, on peut s'éviter toutes ces étapes, je vais rester simplement sur le calque actif, donc sur mon rocher, je vais sélectionner arrière, et là je vais peindre directement sur les pixels qui sont transparents sur le calque, et donc je vais peindre en quelque sorte en dessous de mon objet, à l'arrière de ce calque. Et tu peux tester, ça marche vraiment très très bien. Tu vois que je suis bien sur le même calque et je ne recouvre pas mon objet, je passe simplement derrière. Ah, c'est quand même plutôt cool. Allez, je reviens en arrière, je retourne encore une fois sur mon petit rocher. Je vais revenir ici sur mon calque d'origine. Donc là, tu peux voir que j'ai une silhouette pour mon rocher et j'ai plein de calques par-dessus qui sont en écrêtage. Et il y a souvent des cas où je vais peindre avec des custom brush. On va prendre par exemple ici un brush de fumée.
C'est vraiment juste pour te montrer, c'est un exemple, hein. Alors admettons que je suis en train de peindre une forme, voilà, on va dire que mon rocher, j'ai envie de modifier ses contours. Donc je le fais avec ce Custom Brush. Voilà, donc j'aime beaucoup l'effet de ce Custom Brush, il me donne un contour irrégulier que j'adore, c'est exactement ce que je recherche, mais là je me rends compte que je suis allé un petit peu trop loin, et j'ai envie de retailler la forme et de la gommer. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil gomme, et puis voilà, j'ai pas le même outil, j'ai pas le même brush, donc si je fais un coup de gomme, tu vois qu'on n'a pas la même texture. Donc là je vais être soit obligé de resélectionner le même brush, reprendre la même taille, remettre les mêmes réglages si j'avais changé les réglages, et ensuite de repasser un coup. Ou alors, encore pire, je vais par fainéantise garder mon outil gomme qui est déjà actif, c'est ce qui se passe de toute façon dans 90% des cas. Je vais gommer, ensuite je vais devoir retourner sur mon calque, reprendre la couleur, réactiver tout ça, et là je repeins sur le contour pour retrouver à nouveau ces contours réguliers. Bref, il y a des moments où l'outil gomme n'est vraiment pas pratique parce qu'on aimerait bien pouvoir gommer avec la même forme, avec le même brush qu'avec l'outil pinceau. Et ça, c'est en fait possible. Je vais reprendre l'outil brush. Donc tu vois, lorsque je peins avec, on a effectivement cette forme irrégulière. Et il suffit ici que je change le mode de fusion pour le mode effacer. Et là, je vais effacer mon calque. Je vais gommer dessus, mais avec l'outil pinceau. Donc c'est exactement la même chose que l'outil gomme, seulement je n'ai pas besoin de recharger la même forme de pinceau. Je garde le même brush, les mêmes réglages, la même taille. J'ai simplement à switcher ici entre normal pour peindre et effacer pour effacer. Donc ça, pense-y notamment lorsque tu utilises des custom brush un petit peu particuliers, c'est vraiment super pratique. Alors, l'astuce suivante, je pense que pas mal d'entre vous la connaissent déjà. Il s'agit simplement d'une mise à jour qui a été faite dans Photoshop il y a maintenant quelques mois et qui permet d'avoir des dossiers pour classer ces brushes. Ouais, enfin. D'ailleurs, tu l'as vu juste avant dans le début de la vidéo, tous mes brushes sont classés dans des jolis petits dossiers. C'est bien ordonné, ça me permet de les retrouver beaucoup plus rapidement et on est loin de cette liste de 200 brushes qui sont pas classés, qui sont désordonnés, dans laquelle on est obligé de fouiller constamment. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui a été demandée pendant des années par les Digital Painters, Photoshop l'a enfin inclus. Bien sûr, il faut pour ça avoir une des dernières versions de Photoshop, sinon tu ne l'auras pas. Je précise au passage que si tu veux ce pack de brushes, donc mon pack de brushes que j'utilise, tu peux le télécharger depuis digitalpainting.school, page ressources. Il te suffit simplement d'être inscrit et d'être connecté. À la fin de la petite parenthèse, donc pour créer ces dossiers, etc., il suffit de cliquer ici sur la petite roue, d'aller ensuite dans gestionnaire des paramètres prédéfinis, et ici on va pouvoir créer des groupes comme tu le vois. On va l'appeler par exemple test, voilà, donc dedans je vais pouvoir glisser mes brushes si j'en ai envie. Voilà, je le remets à sa place. Et donc c'est ici qu'on va pouvoir classer, changer, créer des groupes, les supprimer. C'est vraiment très facile. Là j'ai juste à sélectionner celui-ci et à faire supprimer, ou alors à faire un clic droit, supprimer. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Une fois que c'est bon, tu fais terminer. Un petit conseil, pense toujours à sauvegarder ensuite ta liste de brushes lorsque tu as fini. Donc pense toujours à tous les sélectionner. Voilà, tu les sélectionnes tous. Tu cliques ici sur la petite roue et tu fais ensuite exporter les formes sélectionnées. Alors, la fonctionnalité que je vais te montrer maintenant fait typiquement partie des nouveautés de Photoshop qui sortent et que tu ne regardes même pas parce que tu dis ouais mais bon, encore un truc super impressionnant mais qui ne me servira tout simplement jamais. Et c'est exactement mon cas face à cette fonctionnalité-là. Lorsqu'elle est sortie, j'ai pas prêté plus d'attention que ça et en fait j'ai pas pensé que ça pourrait vraiment me servir en digital painting. Et encore une fois, c'est grâce à Stéphane Baril que je l'ai redécouverte et que je me suis rendu compte que l'outil recadrage peut être vachement puissant grâce à ça. Alors je vais te montrer tout de suite de quoi il s'agit. Je vais te prendre un cas concret. J'ai ouvert ici un de mes anciens digital painting. Je vais dupliquer son calque juste pour avoir une copie de sauvegarde. Lorsqu'on fait du painting, il y a plein de fois où on a envie de recadrer l'image ou alors on a envie d'étirer une portion de l'image. Par exemple, j'ai peut-être envie de reprendre ces falaises à gauche, de les agrandir, de les faire aller plus loin, mais en même temps, j'ai pas envie de tout repeindre. J'aimerais bien que ça se fasse automatiquement. Je vais te montrer plus concrètement de quoi je parle. Je vais par exemple ici élargir mon image. Et là, je me dis, j'ai changé le format, mais j'ai envie de garder ma composition. J'ai envie que tout ce que j'ai peint, j'ai envie que ça reste à son emplacement, mais que ça s'étire juste pour remplir les bords. J'ai juste envie que ça aille un petit peu plus loin. Donc la première solution, c'est de faire l'outil recadrage, comme je viens de le faire, de recadrer, et ensuite de faire CTRL-T et d'étirer le calque. Voilà. Pour rappel, petite astuce, pour faire des transformations comme ça, symétriques à partir du centre, en tout cas à partir du point d'origine de la transformation, il suffit de maintenir la touche Alt enfoncée. Donc ça c'est sans Alt, ça c'est en maintenant Alt. Voilà.
Donc en gros, on va faire ça, voilà, je vais tout remplir, je valide. Mais le problème en faisant ça, ça se voit, c'est que l'image est complètement étirée, elle a été écrasée, déformée, bref, c'est pas super joyeux comme résultat. Maintenant, je vais revenir en arrière et je vais te montrer la petite astuce carrément magique qui va nous permettre de pallier à ce problème. On va faire une transformation en fonction du contenu de manière intelligente. Pour faire ça, c'est très simple. On va dans Édition et au lieu de faire transformation manuelle, on va aller juste au-dessus, échelle basée sur le contenu. On fait ça. Là, tu peux voir qu'on a effectivement les encres qui arrivent et on va déformer ça. Donc on fait comme avant cette transformation, on maintient Alt et je valide. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que mon image s'est bel et bien étirée. Par contre, les parties les plus importantes de l'image n'ont pas été étirées. Si tu regardes ma focale, le centre d'attention qui était le temple avec les petits oiseaux, toute cette partie-là, elle n'a pas été étirée du tout. La seule partie que Photoshop a étirée de manière très intelligente, c'est en fait la partie de gauche, celle où il y avait très peu d'informations, il l'a compris lui-même tout seul, et la partie à droite. Je te mets l'autre version que j'avais fait manuellement, tu vois le résultat, donc il y a tout qui était vraiment très étiré, y compris la partie centrale, alors que ici, ça a été fait vraiment très très intelligemment. Et on peut vérifier, j'ai fait le test, j'ai replacé mon digital painting d'origine par-dessus, j'ai replacé le temple dessus, et c'est vraiment exactement la même chose. Donc il a su garder cette partie-là intacte et ne déformer que le reste de manière graduelle. Donc ça, c'est hyper pratique. Alors évidemment, tu me connais, j'ai essayé de chercher les limites de cet outil. Je voulais voir dans quelle configuration ça marchait et dans quelle configuration ça marchait pas. Et il y a des cas, comme par exemple avec ce digital painting là, où le résultat n'a pas aussi bien marché que ce qu'on pouvait espérer. Je vais te faire une petite démo. Donc à nouveau, j'utilise l'outil recadrage, je vais l'étirer. Je duplique mon calque, comme ça j'ai un calque de référence. Et je vais refaire CTRL-T, comme ça j'ai une référence. Voilà, donc là tu vois qu'il y a tout qui est étiré. C'est pas beau. Je masque mon calque, j'en refais un autre, et cette fois-ci je fais édition, échelle basée sur le contenu. Je refais ma transformation, je valide, et là tu peux voir que très intelligemment, encore une fois, il a surtout déformé les bords de l'image, donc les troncs d'arbres sont beaucoup plus étirés que le personnage. Mais le personnage a quand même été un petit peu étiré. Donc on peut le voir, on peut s'en apercevoir, là je vais les superposer. Voilà, donc je sais pas si tu t'en rendras bien compte, mais mon personnage est effectivement plus large. Donc bref, là, le résultat n'était pas parfait. Cela dit, il pense à tout chez Photoshop, et pour ça aussi, il y a une petite astuce. Si maintenant il y a une portion de l'image que tu ne veux pas étirer, justement, que tu veux laisser intacte, et tu veux que ce soit seulement le reste qui soit étiré et transformé, il suffit de le dire à Photoshop. Et pour faire ça, c'est très facile. On va prendre l'outil lasso, je vais sélectionner mon personnage, voilà, donc je sélectionne toutes les parties que je veux laisser intactes. Ensuite, je vais faire sélection, mémoriser la sélection, je vais l'appeler perso, je valide, je désélectionne, et maintenant je vais refaire édition, échelle basée sur le contenu. Et là, il y a un petit truc génial, c'est que ici on a une option qui s'appelle protéger. Par défaut, il ne protège rien. Mais si j'ouvre ce petit menu déroulant, je vais retrouver ma sélection perso. Et maintenant, lorsque j'étire, tu vas voir que mon personnage, lui, va rester intact. Et voilà, j'ai pu faire mon étirement, et effectivement, mon perso n'a pas été modifié. Tu vois, ça c'était avant, sans avoir fait la sélection. Je vais zoomer un peu. Et ça, c'est maintenant. Voilà, ça, c'est de la pure petite astuce que peu de gens connaissent. Encore une fois, merci à Stéphane Baril de m'avoir montré ce petit truc. J'espère qu'il sera utile et je passe maintenant à l'astuce suivante. Alors, pour cette astuce, on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir poser une perspective très très rapidement. Et cela grâce à l'outil brush. Donc pour le plaisir, je vais faire simplement un petit sol. Maintenant, je commence mon croquis, j'ai envie de dessiner plein de choses, toute une scène, des bâtiments, des arbres, etc. Et bien sûr, je vais faire ça dans une perspective qui soit correcte. Et là, soit on peut s'embêter à essayer de prendre par exemple l'outil trait, qui est juste ici, et à faire des traits pour faire sa perspective, etc. Mais ça va te prendre une éternité, et puis c'est pas franchement marrant. Soit tu peux utiliser des brushes qui te permettent de faire des points de fuite avec des lignes de fuite très rapidement. Ceux-là, tu peux les retrouver dans mon pack de brushes, dans le dossier guide, juste ici. Tu as un brush qui s'appelle Vanishing Point. Autrement dit, point de fuite en anglais. Je vais prendre ici du rouge, comme ça on verra mieux. Et lorsque je clique avec, hop, je viens de placer un point de fuite. Tu vois qu'il y a déjà des lignes de fuite, tout est prêt, j'ai plus qu'à peindre. J'ai plus qu'à baisser l'opacité de ce calque et à commencer à peindre sur un autre.
Bien sûr, ça fonctionne aussi si tu veux faire plusieurs points de fuite. Je vais en faire un par exemple à gauche, je vais en faire ensuite un autre de couleur verte à droite sur un nouveau calque. Voilà, et si je veux, je vais l'agrandir un peu plus, je peux encore en faire un troisième si je veux une perspective à 3 points de fuite. Voilà, on va prendre du rose, je dézoome, et on va le placer là-haut. Et voilà, j'ai ma grille de perspective qui a été placée. Donc voilà une petite astuce pratique et rapide. Si je te disais qu'il y avait une méthode encore plus puissante, plus rapide et plus intuitive pour créer des perspectives dans Photoshop, est-ce que tu me croirais? Ouais, bon, t'es pas drôle Leonardus, tu casses tout. Alors, cette autre méthode qui n'est pas basée sur les brushes est selon moi encore un peu plus pratique parce qu'on a des boutons qui vont nous permettre de gérer tout ça. Et en plus de ça, les points de fuite et les lignes de fuite sont cette fois-ci en vectoriel, ce qui nous permet de pouvoir les étirer, les agrandir. Si jamais tu déplaces par exemple ton point de fuite, et que tu veux le sortir de l'écran, eh ben généralement tu vas avoir la coupure parce que le brush n'est pas allé plus loin que l'espace de travail dans lequel tu l'as placé. Bref, c'est un peu abstrait, mais c'est un problème que tu connais si tu utilises cette méthode. Donc, sans plus tarder, je vais te montrer quel est cet outil et cette méthode qui est un petit peu différente et qui est vraiment géniale. Juste ici dans Fenêtre, je vais aller dans Extensions et je vais ouvrir une petite extension que j'ai installée qui s'appelle Perspective Tools 2. Donc c'est une extension pour Photoshop. Autrement dit, c'est un plugin, il faut l'installer et il est payant. Ouais, je sais, c'est pas cool, je sais. Il coûte 14 $, on peut le télécharger, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Mais pour 14 $, ce qui fait à peu près, 11-12 €, sincèrement, c'est vraiment super pratique. Je pense notamment à tous les digital painters vraiment sérieux ou à tous les professionnels qui ont vraiment besoin de ce type d'outil. Ça peut vraiment vous faire gagner du temps. En tout cas, je voulais le présenter. Donc il est juste ici, Perspective Tools 2. Lorsque je l'active, ça m'ouvre cette toute petite fenêtre avec quelques boutons. Tu vois qu'il y en a pas mal. Il y a 2 trucs, il y a des grilles et il y a des warps, autrement dit des transformations. Je ne parlerai pas des transformations ici dans cette vidéo. Je pense que je ferai peut-être une autre vidéo sur le sujet si jamais il y en a qui sont intéressés. Là, je vais me concentrer ici sur les grilles et les points de fuite. Donc déjà, ce plugin était très facile à installer. Donc sur les dernières versions de Photoshop, il y a juste à double-cliquer sur le fichier exécutable et il s'installe tout seul. Il n'y a pas de manipulation à faire, il n'y a pas besoin d'aller dans les dossiers de Photoshop, copier des fichiers, etc. Chez moi, ça a vraiment pris 3 secondes, montre en main. Ensuite, si je ne me trompe pas, cet outil existe à partir de la version Photoshop CS6 et au-delà, autrement dit les plus récentes. Si ton Photoshop est plus vieux que ça, tu peux de toute façon oublier cet outil et passer à l'astuce suivante. Ce petit outil, comme tu peux le voir, il est vraiment bien pratique. Tu peux voir que je peux l'étirer, l'agrandir. En fonction de ça, les boutons vont changer. J'ai même ici un petit écran voilà, qui montre des petites astuces, qu'il y a une aide, etc., etc. Bon, pas besoin de tout ça. Alors, ici, je vais maintenant me créer un point de fuite. Et pour cela, ça va être très facile. Je vais prendre l'outil plume. Je vais faire une première ligne. Ensuite, je fais échappe. Je fais une deuxième ligne. Et je clique sur Grid. Boum! Et voilà, j'ai mon point de fuite. Il est là, tu vois, je peux le déplacer. Et comme je te l'ai dit, lorsque je le déplace, tu vois que les lignes continuent. Elles continuent au-delà de la limite du rectangle. Donc je peux vraiment le déplacer et si je veux, je peux même l'agrandir encore plus. Donc ça, c'est hyper pratique. Si tu veux placer justement des points de fuite qui sont loin, en dehors de ton document, tu vois que tu peux très bien le faire. Ça ne va pas pixeliser, ça restera parfaitement précis. Bon, ok. Voilà, donc là j'ai mon premier point de fuite, je vais le placer par exemple ici, et je vais m'en créer un deuxième très rapidement, donc comme tu l'as vu ça va vraiment super vite, je fais un point, hop, un deuxième, je clique, et voilà, par magie j'ai mon deuxième point. Là encore je peux le placer comme je veux, jusqu'à entière satisfaction. Si maintenant je veux changer sa couleur, parce que j'ai envie de bien différencier les lignes, pas de problème, on clique ici sur la petite icône, et voilà, tu vois qu'ici mon tracé a changé de couleur. Si je reclique, à chaque fois, j'aurai une couleur différente. Donc c'est quand même super bien foutu. Je vais t'en faire un troisième point. Voilà, on va le faire très loin là-haut. Donc je fais 2 lignes qui pointent vers tout là-haut. Je clique sur Grid. Et voilà. Et je reclique là pour changer sa couleur. Donc tu vois qu'à chaque fois, j'ai en fait un calque vectoriel qui a été créé. L'opacité a été placée à 30% par défaut, ce qui est très pratique. Et on a un dernier bouton ici qui permet de masquer ou d'afficher nos calques de perspective d'un clic. Donc là encore, c'est vraiment très pratique et très bien foutu. Alors Leonardus, dis-le que ce plugin est génial. Mais si, rabat-joie. Et comme je dis dans Warp, il y a encore plein d'autres choses, je te montrerai ça une autre fois. Il y a un dernier truc que je vais encore te montrer, car justement il permet de faire des grilles et des lignes de perspective. Je vais repartir cette fois-ci d'une autre scène.
Je vais juste la modifier un petit peu. Et là, on va dire que j'ai envie très rapidement de faire un environnement, un décor, une scène en tout cas, et j'aimerais bien placer une ligne d'horizon et avoir un petit semblant de gris pour mieux percevoir la perspective. Et pour ça, on va prendre encore une fois l'outil plume, on fait 2 doubles points. D'ailleurs, je précise que entre 2 lignes différentes, j'appuie sur échappe pour arrêter ma ligne parce que sinon, elle continue. Donc pour ne pas qu'elle continue, je fais échappe et ensuite j'en fais une nouvelle. Ok, je reviens en arrière, moi je n'ai besoin que d'une ligne. Donc je vais faire simplement une ligne horizontale. Voilà, donc j'ai maintenu mage enfoncé pour qu'elle reste bien droite. Je clique sur horizon, et voilà. J'ai une ligne d'horizon avec une grille qui me permet de voir le plan en haut, en bas, qui me permet déjà de mieux comprendre l'échelle. Pour qu'on voit un peu mieux, je vais passer ce calque à 100% d'opacité. Donc là, tu vois ce que ça m'a donné. J'ai une espèce de grille qui avance déjà vers là-bas. Donc c'est quand même super cool. Et si je veux, tu vois, je peux très bien me faire un autre point comme ça. Je me fais un point de fuite à cet endroit-là. Hop. Je le replace bien dessus. Et voilà, je me suis fait ici une grille de perspective super cool, hyper rapidement. Et d'ailleurs, rien ne t'oblige à faire une ligne d'horizon qui soit parfaitement horizontale. Je peux très bien faire 2 autres lignes. Voilà, je vais en faire une ici et une autre, je sais pas, vers là-haut. Je fais horizon et bim. Là, comme tu peux le voir, il m'a fait une ligne d'horizon qui est penchée du premier coup. Et de toute manière, si je veux, je peux toujours modifier ce calque et le modifier, le tourner ou autre. Bref, voilà, c'est la fin de cette astuce. Alors, l'astuce suivante va te permettre de changer de brush directement avec un raccourci clavier. Celui-ci, je ne l'ai jamais présenté, donc je vais quand même en parler. Donc pour changer de brush, tu n'es pas obligé de faire clic droit, hop, changer de brush. On va prendre par exemple le suivant, et ensuite on part avec. Il y a un petit raccourci clavier bien pratique. Je vais prendre par exemple ici la forme hexagone, celle qui est au milieu. Et je vais pouvoir, juste avec un raccourci clavier, passer à la forme suivante, qui est celle-ci, ou à la forme précédente, qui est celle-là. Donc ce sont 2 touches, 2 raccourcis assez pratiques à connaître, qui sont la virgule pour prendre le précédent. Donc tu vois que ça me change effectivement mon brush. Voilà, encore une fois, virgule. Ou alors, juste à droite, point virgule, pour changer et prendre la forme de brush suivante. Voilà, donc c'est quand même plutôt pratique, notamment par exemple ici dans cette configuration-là, où j'ai ici mon brush soft et juste à côté j'ai mon brush dur. Donc ça me permet de faire des bords à la fois soft et tout de suite après de faire des bords durs. Et ça très rapidement sans avoir besoin à chaque fois de faire un clic droit, repasser là-dessus et remodifier. Je précise d'ailleurs que ce raccourci a changé. À l'époque, il me semble que ce n'était pas les touches virgule et point virgule qui étaient assignées, mais c'était la touche crochet gauche et crochet droit. Allez, astuce suivante du même genre. Ensuite, les raccourcis suivants sont la touche double point et la touche point d'exclamation qui est juste à côté. Autrement dit, sur le clavier, ce sont les touches suivantes juste à droite. Plus j'utilise la touche point d'exclamation, plus j'agrandis la forme de mon brush, comme tu peux le voir. Je vais prendre un brush dur. Voilà, donc si je fais point d'exclamation, tu vois que je l'agrandis, et si maintenant je veux le diminuer, je fais juste à côté double point. Tu peux bien sûr aussi faire le raccourci que je t'avais déjà donné dans la précédente vidéo, qui est sur Windows de maintenir la touche Alt, de faire un clic droit et ensuite de glisser vers la gauche ou vers la droite la taille du brush. Et pour rappel, vers le haut ou vers le bas pour changer la dureté. D'ailleurs, si tu veux changer la dureté, il y a là aussi un autre raccourci clavier, cette touche qui est juste à droite de la touche majuscule, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ah, Leonardus, tu veux pas m'aider ? Non, merci enfoiré. C'est cette espèce de petit guillemet, les petites flèches. Donc tu vois que lorsque je fais ça, je change là aussi la dureté. Donc là par exemple, ma dureté est à 0%. Je vais faire accolade fermée. Et voilà, elle est passée à 100%. Si je refais ensuite une accolade vers le bas, tu vas voir que j'ai diminué sa dureté. Voilà. Alors, cette astuce aussi est très connue. Tu sais sûrement que tu peux peindre, ou plutôt faire du blending pour être exact, avec l'outil doigt. Donc si tu ne sais pas ce que c'est, l'outil doigt est situé juste ici et il te permet en fait de simuler le passage d'un doigt sur une peinture. Donc tu vas en quelque sorte étaler ce que tu as peint. Donc je vais te montrer ce à quoi ça ressemble avec un brush par défaut. Donc j'ai ici un premier calque qui est mon rocher sur le fond bleu. Donc je vais passer avec cet outil. Et voilà ce que ça donne. Donc tu vois que là où je passe cet outil, ça vient en fait étaler les couleurs.
Donc si je te montre cette astuce, c'est au cas où tu ne le connaissais pas, notamment si tu es débutant. En général, les digital painters avec un peu d'expérience connaissent cet outil, mais c'est surtout pour te donner tout de suite les réglages qui vont être intéressants pour faire du blending. Car bien souvent, on essaye d'en faire avec, les réglages ne sont pas bons, on obtient ici ces espèces de traînées de pâtés de couleurs dégueulasses et on l'abandonne. Alors, je reviens en arrière. Je vais déjà te montrer quel est l'intérêt de l'outil doigt. Il s'agit, comme je l'ai dit, de faire du blending. Donc si par exemple, ici je voulais mélanger mes deux couleurs, donc essaye d'oublier que c'est un rocher sur un ciel, et c'est peut-être, je sais pas, un autre objet, et j'ai envie de faire une transition douce de cette couleur avec le ciel qui est derrière. Donc je vais prendre ici cette première couleur, je vais prendre ensuite la couleur du ciel, je vais prendre un brush, peu importe les réglages. On va changer les réglages de dureté, etc. en fonction de ce qu'on recherche. Et on va commencer à mélanger les deux couleurs en les faisant passer l'une par-dessus l'autre. Voilà, et cela jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange partout qui soit parfaitement doux et qu'on ne voit plus les coups de brush. Donc ça, c'est le blending de façon classique. Donc là, tu vois qu'effectivement, la transition entre les deux est quasiment invisible. Voilà. On peut le faire évidemment aussi avec un brush totalement soft, autrement dit avec des bords complètement flous. Ça donne simplement un autre rendu, mais voilà, c'est quelque part encore plus facile, mais le rendu sera différent. Ok, voilà, donc ça c'est la première option pour mélanger les couleurs. Mais avec l'outil doigt, on peut aller très vite et gagner beaucoup de temps si on a les bons réglages. Déjà, ce que je te conseille de faire ici, c'est de régler l'intensité sur à peu près 30%. Ne la mets pas sur 100%, ça va être trop fort. Ensuite, tu vas prendre le brush soft, ici. Autrement dit, le brush de base, rond, avec des contours flous. Et enfin, tu vas faire F5 pour ouvrir ici les paramètres de forme. On va aller dans diffusion, et le secret, il est là. C'est qu'on va lui ajouter un petit peu de diffusion. On va le mettre à, allez, 50% à peu près. On va aller dans forme de la pointe. On va mettre un pad à peu près 30%. C'est assez important. Et on va déjà regarder ce que ça donne. Donc là, je diminue la taille de mon brush et je vais passer un premier coup ici sur le bord. Donc là, tu vois que ça commence déjà à être pas mal. Hein. Ça me permet vraiment de mélanger les couleurs très rapidement. Si je gomme ici ce que j'avais fait, on va le refaire à cet endroit-là. J'ai juste à faire un passage. Et voilà, mes couleurs ont été mélangées. Et ça va super vite, c'est quand même beaucoup plus rapide que de faire du blending manuellement. Et c'est notamment parfait lorsque tu as des petits bords qui n'ont pas forcément autant de contraste qu'ici, parce que là on a quand même un contraste maximum. Donc forcément, s'il y a des petites imperfections comme ces espèces de petits traits, eh ben on les verra. Oups, pardon. Cela dit, c'est encore plus efficace si tu es dans des zones avec un peu moins de contraste. Par exemple ici, si tu veux flouter cette zone, si tu veux enlever du détail, tu vois, je fais juste quelques petits passages. Et j'ai vraiment toutes mes lignes qui disparaissent, ça me permet d'avoir des bords beaucoup plus doux, beaucoup plus soft. Voilà, ça c'est la petite astuce. Et le simple truc, c'est juste d'avoir bêtement le bon brush, autrement dit le brush soft, et d'avoir les bons réglages. Ensuite, une petite astuce tant que j'y suis sur l'outil doigt, moi ce que je te conseille de faire, c'est de lui assigner un raccourci. Moi je suis allé ici dans édition, raccourci clavier, j'ai cherché ensuite l'outil doigt et je lui ai mis la touche N. Comme ça, à chaque fois que j'appuie sur N sur mon clavier, je reviens sur l'outil doigt. Ça me permet, en appuyant sur B, de peindre. Voilà, je vais peindre par exemple cette forme ici, voilà. Et ensuite, je fais N juste à côté et je peux tout de suite faire du blending entre les couleurs. C'est quand même hyper rapide. Donc ça, tu vois, c'est un workflow que je suis en train de peaufiner. J'essaie toujours de trouver des petites choses pour aller de plus en plus vite et ça en fait clairement partie. Évidemment, un autre conseil, c'est de régler la taille de l'outil doigt en fonction de la zone que tu veux mélanger. Si ta zone est grande, tu agrandis le brush. Si elle est petite, tu diminues. Ok, qu'est-ce que je peux encore te dire? Dernière chose, c'est cette petite checkbox ici, échantillonner tous les calques. Si tu cliques là-dessus, tu vas pouvoir mélanger les couleurs entre tout ce qui se trouve en dessous. Donc là, par exemple, ça va marcher ici, entre le rocher et le ciel. Pourtant, à la base, sur ce calque, il n'y avait pas de rocher et de ciel. Tu vois que j'ai vraiment repris les couleurs qui étaient sur les calques en dessous et je les fais sur un nouveau calque. Quelquefois, ça va pas nous arranger. On va vouloir le faire directement sur le calque en question. Donc là, par exemple, ici, sur texture trou. Donc juste sur le rocher. Donc là, je vais décocher cette case et je vais faire mon outil doigt à nouveau. Et si je fais ça, cette fois-ci, j'ai normalement pas rajouté du bleu sur le calque. Voilà, comme tu le vois, j'ai toujours mes couleurs qui sont transparentes et ça me permet de fondre petit à petit le bord avec ce qu'il y a en dessous. Et tu vois, je n'ai pas de couleur bleue qui s'est rajoutée.
Si c'est pas très clair, je t'invite à tester les deux options, tu verras quelle est la différence, c'est assez simple à comprendre. En tout cas, si tu ne connaissais pas ou que tu n'utilisais pas l'outil doigt, essaye avec ces réglages, tu vas voir, c'est hyper pratique, ça devrait toi aussi booster ton workflow. Alors la dernière petite astuce que j'ai envie de te montrer, et c'est vraiment une astuce très rapide, c'est l'utilisation du filtre netteté. Ce filtre est juste ici, filtre, renforcement, plus net. D'ailleurs, tu peux voir au passage qu'il y a d'autres filtres de netteté, donc il y a plus net, il y a encore plus net, il y a netteté optimisé, contour plus net, accentuation. Donc en général, moi j'en utilise que deux. Soit je vais aller vite et je fais juste plus net, soit je veux vraiment prendre mon temps, je cherche des réglages parfaits et je vais aller dans accentuation. Donc là, comme tu peux le voir, accentuation, ça t'ouvre cette boîte de dialogue et là tu as beaucoup plus d'options pour régler le filtre de netteté. Cela dit, fais attention car si tu vas trop loin, comme tu peux le voir, ça devient trop net et ça donne des résultats très très bizarres avec des contours et des espèces de lueurs externes qui vont se créer. Voilà, ça va être beaucoup trop sharp comme on dit en anglais, donc n'en abuse pas. J'annule. Je reviens en arrière et je vais te montrer l'effet de ce calque. Donc c'est assez subtil et en fait ce petit filtre, cette petite astuce, moi j'aime bien la faire à la fin de mon digital painting. Lorsque je l'ai terminé, je fais le JPEG final et ensuite sur ce JPEG, je vais le rouvrir et je vais passer un petit coup de filtre pour justement que mon image soit un petit peu plus nette, que j'ai plus de détails et que ça ressorte mieux. Donc pour cela, j'ouvre simplement mon JPEG, je fais filtre, renforcement, plus net. Et hop, comme par magie, mon digital painting apparaît beaucoup plus net. Je vais zoomer un petit peu pour que tu vois bien dans la vidéo la différence sur le rocher. Donc ça, c'est sans le filtre. J'ai simplement fait CTRL Z. Donc tu vois ici, par exemple, que tous les petits creux sont un petit peu flous. Et hop, lorsque j'applique le filtre, tu vois que c'est beaucoup plus net. Sans, avec, sans, avec. Donc voilà, si toi aussi à la fin, tu veux que ton painting soit juste un petit peu plus net, qu'il y ait ce petit détail de netteté qui ressorte un peu mieux, pense à appliquer ce filtre. Et comme je l'ai dit, fais attention par contre à ne pas en abuser. Voilà pour ces 10 astuces pour le digital painting, j'espère que tu as appris des choses, qu'il y en a au moins quelques-unes que tu ne connaissais pas encore et dont tu vas te servir. L'objectif est bien sûr que tu puisses accélérer ton workflow, apprendre des petites choses et que tu te casses moins la tête dans certaines situations. En tout cas, fais-moi savoir en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, si elle t'a appris des choses, et bien sûr partage avec nous quelles sont tes astuces, tes raccourcis, toutes les petites choses dont tu te sers et que tu trouves bien pratiques et qu'on ne connaîtrait peut-être pas. Je suis sûr qu'il y a encore plein de choses à découvrir. Donc j'attends ton commentaire, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle a été instructive, et puis tu connais le truc habituel, si jamais ça t'a plu, parle-en autour de toi à tes petits copains, ta grand-mère, abonne-toi à la chaîne, et puis tu peux aussi me retrouver sur Tipeee pour donner de l'argent, non? Ah, on n'a pas de Tipeee, bon, il n'y a pas de Tipeee en fait. Donc non, rien, abonne-toi, et ce sera déjà très bien, un petit pouce bleu, et à très bientôt dans la prochaine vidéo. L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.